Gilbert, euh, ses propos introductifs. Comme habituellement, la réunion est enregistrée. Avec l'accord des intervenants, vous aurez bien sûr accès au replay de ce webinaire ainsi qu'à leur support de présentation. On va co-animer ce webinaire avec Alexandra. Je vais tout de suite laisser la parole à Alexandra pour introduire ce tour de France des CPTS avant de donner la parole à Marie-Hélène, j'imagine, en premier, et ensuite Albert dès qu'il sera connecté. Marie-Hélène, on te laissera te présenter, c'est le plus efficace. Et sans plus tarder, je laisse Alexandra introduire le rapport sur le Tour de France des CPTS. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à tous. Je me présente moi aussi très rapidement. Je suis Alexandra Fourcade, médecin de santé publique, et j'ai la particularité d'avoir une double casquette, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, puisque je travaille au ministère de la Santé et plus particulièrement à la DGOS. Donc, vous verrez que c'est pour ça que je vais dire quelques mots sur le contexte de cette mission. Au titre de cette mission nationale. Et puis, je suis élue en Île-de-France, puisque je suis élue dans les Hauts-de-Seine, à la fois au département des Hauts-de-Seine et à Neuilly, donc dans une ville du 92, et donc tout particulièrement intéressée par le sujet de la territorialisation des politiques de santé publique depuis pas mal de temps. Et effectivement, au niveau de la DGOS, l'outil CPTS, évidemment, est un outil majeur de cette volonté de régler, entre guillemets, ce sujet qui est vraiment le serpent de mer de l'accès aux soins. Donc, je vais pas je pense que les auteurs de ce rapport vont rappeler ce que sont les CPTS, leur origine législative qui est la loi de modernisation du système de santé de 2016. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les CPTS sont quand même considérés comme étant, en tout cas au plan national, comme un outil qui va entre guillemets, régler le problème, et vous allez dire ce que vous en pensez, de la coopération entre les professionnels de santé libéraux. En tout cas, c'est l'arme, pas fatale, j'espère, mais c'est l'arme tout court pour essayer de rendre le territoire national, quel que soit le lieu où on habite, accessible grâce à ces CPTS. C'est vraiment ça l'objectif. Et d'ailleurs, quand on écoute les personnes qui travaillent sur le dossier au ministère de la Santé, on nous parle de couverture du territoire à 100% pour la fin de l'année. On nous parle de pourcentage de la population couverte, et ça, vous allez le dire dans votre présentation. Je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est de dire, finalement, on veut remédier aux déserts médicaux, on veut remédier à cette démographie médicale en baisse, et un des outils, enfin l'outil en tout cas qui est la CPTS, peut répondre à un certain nombre de questions. Donc bien évidemment, on est conscient que ce scénario n'est pas forcément aussi idyllique qu'il le paraît. Donc je pense qu'effectivement, Madame Firmin-Lebaudot, quand elle vous a missionné avec un profil à la fois un généraliste, un directeur d'ARS et un directeur de caisse, on a vraiment les trois piliers finalement de ce sur quoi les CPTS doivent pouvoir s'appuyer. Et l'objectif de la ministre en mars, c'était de vous demander de faire un petit peu l'état des lieux sur le déploiement de ces CPTS à date, puisque le dispositif est quand même très jeune. Même si la loi date de 2016, les premiers accords conventionnels interprofessionnels, les fameux ACI, ont été signés, je crois, de mémoire en 2019, et que même si aujourd'hui, il y a à peu près, je crois qu'on était à 700 CPTS déclarés à la date de la présentation à laquelle j'ai assisté là, il y a quelques temps pour France Assos Santé, on sait très bien que dans les 700, tous ne sont pas à degré de maturité équivalent. Donc, c'est bien cela que je pense vous allez nous faire comme retour de votre mission de Tour de France des CPTS. Et en tout cas, je pense que dans les questions, on abordera peut-être plus spécifiquement quels sont finalement ce que vous identifiez comme les facteurs de réussite par rapport au pari qui a été fait, puisque le président de la République, en janvier 2023, avait vraiment mis en avant, en tout cas, cet outil des CPTS comme une réponse très structurante pour l'accès aux soins. Est-ce que finalement cet enjeu est tenable? Est-ce qu'il est réaliste? Et est-ce que finalement le Tour de France a permis pour vous d'identifier les points forts et les points
d'amélioration, puisque nous sommes élus dans nos villes et dans nos territoires, et on aimerait effectivement pouvoir s'appuyer et en tout cas soutenir le plus possible les CPTS pour nos propres concitoyens. Voilà, donc c'est une introduction un peu rapide et je vous laisse la parole. Je ne sais pas si Monsieur Lotman s'est connecté depuis mon introduction, mais Un sinon, on va instant, commencer par Madame Certain. il est en train de se connecter. Ah ben parfait. Bon, on vous laisse peut-être commencer, Marie-Hélène Certain, peut-être, si vous en êtes Oui. d'accord. Alors attendez, arrêtez le partage, je vais voir après si je le fais. Oui, donc bonjour, merci de nous inviter. Donc je me présente rapidement, Albert, le temps qu'il se connecte, mais vous le connaissez peut-être plus. Je suis médecin généraliste au Mureau, donc dans les Yvelines, dans le Nord Yvelines, quartier populaire, depuis longtemps. J'exerce en maison de santé. Je suis membre du bureau de la CPTS Val-de-Seine. Donc ça, c'est actuellement. Et puis, je suis assez engagée aussi dans la fédération des CPTS au niveau national. Sinon, dans ma carte de visite, j'ai fait quand même beaucoup de choses auparavant en termes d'engagement professionnel dans le syndicaliste, la formation et les structures de médecine générale pendant, disons, ma carrière professionnelle. Mon dernier mandat important, c'était que j'étais secrétaire générale du Collège de la médecine générale. Donc, toutes ces questions de discipline, d'organisation m'intéressent beaucoup. Et puis là, alors j'ai quand même aussi une sensibilité par rapport aux collectivités, puisque j'ai été moi-même au Mureau élue à la mairie des Mureaux. Et ça, c'est pas neutre parce que en fait, j'ai pu voir aussi de l'intérieur comment ça fonctionnait une collectivité locale, que les soins primaires dans lequel j'exerce et donc nous essayons de déployer beaucoup plus en France les soins de santé primaires avec les médecins généralistes, mais aussi les autres professionnels de l'ambulatoire. C'est un élément majeur de notre organisation actuelle et future et pas toujours valorisé suffisamment. Du coup, je pense qu'on est un peu dans la même galère, si j'ose dire, entre les soins primaires et les collectivités locales. C'est-à-dire quand vous parlez du dernier kilomètre, de quelque chose qui est proche du citoyen, de l'habitant, qu'il soit malade ou pas d'ailleurs, c'est bien les acteurs des soins primaires et les collectivités locales dans les communes. Et ça, que ça soit la santé ou que ça soit d'ailleurs les autres sujets. Et du coup, j'ai vraiment une sensibilité très, très forte par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'on a énormément de choses à faire, à construire, et j'ai un peu embêté mes collègues, là, Hugo Gilardi et Albert, là-dessus, parce que je pensais que c'était très, très important. Et donc, moi, je suis vraiment très, très contente qu'on puisse être invité à cette réunion aujourd'hui. Voilà. Et je crois qu'Albert, du coup, s'est connecté. Bonjour. Bonjour à tout le monde, donc Albert Lotman, je suis donc le directeur de la caisse primaire de l'Essonne. Merci beaucoup, Albert. Donc, je crois que c'est Marie-Hélène qui commence la présentation. Alors, Toujours. ouais, bon, j'ai fait un petit diapo, mais c'est juste un support. Donc, voilà. Donc, comme Lara, alors, est-ce que ça marche là? Oui, très bien. Mais du coup, attends, parce que j'arrive pas Ah, à le faire défiler, du coup. Comment je fais? alors il faut Euh, sortir du partage. Ouais. Sinon, on peut peut-être passer par l'intermédiaire d'Étienne, voir Oui, si ça fonctionne mieux. Et puis comme si vous ça, voulez, je tu peux faire un essai. demanderas. Voilà, ça fonctionne. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire défiler. Bah écoutez, faites-le alors, Ça si vous marche. pouvez. Donc, Comme si vous ça, pouvez j'arrête quitter le la... partage et vous le faites Oui. vous. Ah non, il faut que j'autorise le partage, c'est ça? Non, non, c'est bon, ça, c'est à moi de le décider. Enfin, à l'autre, c'est l'autre qui a des contrôles. Vous inquiétez pas. Donc. Oui, donc là, du coup, Alexandra Fourcade, elle a rappelé
le contexte de cette mission donnée par Madame Firmin Lebaudot, qui était de faire un état des lieux de ce que sont aujourd'hui les CPTS, plus qu'un bilan, mais en tout cas un état des lieux à l'année 2023, où on en est et comment ça peut se développer dans la mesure où c'est vrai que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des CPTS un peu partout, enfin partout sur le territoire, mais que évidemment c'était intéressant de voir à la fois où on en était pour mettre en place des mesures pour favoriser leur déploiement, tout en illustrant les facteurs positifs, les freins au développement des CPTS. Donc c'était ça, et de faire des propositions pour favoriser le déploiement des CPTS. Donc c'était vraiment ça le cadre de la mission. Donc je ne sais pas, vous pouvez passer la deuxième. Donc la troisième, voilà, donc ça c'était la lettre de mission en mars 2023. C'était donc une mission courte, hein, puisqu'on devait rendre notre rapport, on l'a rendu le 15 juillet, donc c'était relativement court et resserré. Donc je voudrais, dans la la diapo suivante, encore la suivante. Voilà, donc je voulais juste rappeler quelques éléments de contexte qui sont quand même très très importants pour comprendre le sujet. C'est-à-dire quand on parle de santé et le soin est un élément de la santé, mais ça n'est pas tout, le soin n'est pas toute la santé. Et vous savez, vous, élus, que bien évidemment, les problématiques de santé sont complexes. Il y a plein de déterminants, qu'ils soient sociaux, environnementaux, le logement, l'éducation, etc. Et qu'on se place vraiment dans un contexte global de la santé. Ça, c'est très, très important, versus un système de santé historiquement, culturellement, qui est quand même assez organo-centré, technico-centré, hospitalo-centré. Du coup, on voit bien que ça n'est pas suffisant pour prendre en compte de façon vraiment réelle, je dirais, l'intégralité des questions de santé qui se posent et que vous connaissez parfaitement sur vos territoires. On est historiquement aussi sur des approches individuelles et c'est vrai qu'il faut aussi avoir sur une approche sur les populations. On est bien évidemment dans un contexte, on passe d'une époque pléthorique où on faisait tout et à une période où on est vraiment dans une... Alors on peut parler de pénurie, hein, parce que dans certaines disciplines, on est dans une pénurie et qu'il va falloir faire avec des ressources rares. Hein, qu'elles soient médicales, qu'elles soient ambulatoires, qu'elles soient hospitalières et qu'elles soient médico-sociales. Donc, ça veut dire que comment il va falloir faire mieux avec les ressources dont on dispose et qui sont rares. Donc, c'est quand même le challenge. Et tout en soignant bien les gens. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, l'accès aux soins sauvages, donner une réponse tout de suite à toute demande de soins, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, il y a quand même des choses à réfléchir. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment qu'on avance sur une rationalisation un petit peu de l'offre de soins, de l'offre de santé. Alors, la suivante. Et versus, ça c'est un peu les besoins, et versus, on voit bien qu'en termes organisationnels, c'est complexe aussi. On a un millefeuille entre, on ne sait pas toujours qui fait quoi en tant que professionnel individuel, mais aussi en tant qu'institution, organisation. Et qu'on voit que quand même depuis quelques années, il y a un essai d'organisation, hein, qu'elle soit institutionnelle, les ARS, l'histoire des projets de santé, des contrats locaux de santé, etc. Et que sur le plan de l'organisation pour ce qui nous concerne, on voit aussi qu'il y avait l'hôpital, il y avait des structures de soins ou médico-sociales, mais que l'ambulatoire, historiquement, était, et culturellement, on était dans un exercice libéral plutôt individualiste, même s'il y a eu des essais d'exercices coordonnés, les maisons de santé, les centres de santé, les cabinets de groupe, etc. On voit bien qu'il manquait quelque chose
sur la proximité, sur l'organisation de l'ambulatoire. Et c'est en fait de cette observation qui a été faite par les institutions, notamment aussi via le HCAM, au Conseil pour l'assurance maladie, pour je ne sais plus quoi, j'ai pas le HCAM, et les professionnels et la CNAM et les différentes institutions, qu'il fallait vraiment aller vers une organisation de l'ambulatoire pour permettre à des professionnels de l'ambulatoire, donc essentiellement les soins primaires, mais pas que, de pouvoir s'organiser, de se réunir autour d'un projet collectif, autour d'un projet de santé sur les territoires de proximité, bassin de vie. Et c'est cette réflexion-là qui a généré en 1996, enfin dans les années avant, mais qui a donné la loi de 96, la loi Touraine, qui a mis sur les fonds baptismaux les CPTS, dont l'organisation a été ensuite précisée par des décrets, des feuilles de route et surtout aussi par la négociation, c'est très très important, l'accord conventionnel interprofessionnel avec la CNAM qui a permis d'apporter des financements pérennes pour le fonctionnement et le développement des CPTS. Donc, pour les personnes qui sont moins au fait, c'est comme les professionnels de santé sont conventionnés avec l'assurance maladie, les maisons de santé sont conventionnées par un ACI avec l'assurance maladie, et donc les CPTS aujourd'hui signent une convention qui s'appelle l'ACI avec l'assurance maladie, sur des missions socles et le suivi de ces missions par des indicateurs. Donc, c'est quand même intéressant, important de voir ça parce que ça veut dire aussi que les pouvoirs publics se sont engagés de façon assez importante et sérieuse et solide pour favoriser l'engagement des CPTS. Et ça nous oblige aussi en tant que professionnels pour répondre à ce challenge. Voilà, je voulais poser ça quand même en termes de contexte pour que tout le monde soit un peu au même niveau d'information. Voilà. Donc, on en revient donc donc vous revenez en arrière parce que les diapos sont pas dans l'ordre. Donc, sur la méthode, Albert, tu veux rajouter quelque chose? Non, je te laisse continuer, puis je compléterai après. Ouais. Donc, une fois que tout ça est dit, vous voyez quand même l'intérêt. Donc, on est 96, il y a eu le Covid en 2020, 2021, les CPTS étaient vraiment tout au début, en fait, de leur émergence, de leur construction. Et c'est vrai que le Covid, vous l'avez sûrement vécu dans vos communes, ça a permis aussi et aux professionnels et aux élus de comprendre à quoi pouvaient servir les CPTS. Donc finalement, ça a été un exercice grandeur nature de se dire, ben voilà, les CPTS, ça permet aussi d'être un interlocuteur du monde libéral avec les institutions, avec les élus, pour savoir, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va mettre, comment on va répondre à ce problème. Donc, ça a été un peu un essai grandeur nature qui a été extrêmement intéressant pour ce déploiement, mais qui a du coup a fait que construire le projet de santé, préparer l'ACI, etc., on ne pouvait pas tout faire en même temps. Donc, c'est vrai que on est en 2023 à 6 ans de CPTS, donc c'est quand même très très jeune comme dispositif, et du coup on est plus dans un état des lieux et de voir comment les conditions donc qui vont permettre ce développement. Donc la méthode que nous avons choisie dans le temps imparti, ça a été de rencontrer une CPTS par région, en fait, métropole et territoire ultramarin, donc soit physiquement où on est allé sur le terrain ou en visio, mais avec des visios assez longues quand même. Deuxième élément, on a envoyé un questionnaire quanti et qualitatif à l'ensemble des CPTS, donc je crois qu'on a eu à peu près 280 réponses. C'est ça. Comment? Oui, c'est ça. 280.
Donc, avec beaucoup d'éléments, et d'ailleurs, il y a un compte-rendu qui a été fait, qui doit être dans le rapport de mission que nous avons remis. Et nous avons rencontré aussi des personnalités qualifiées qui ont une expérience, une expertise, une ancienneté dans le champ de la santé. Donc, par exemple, le directeur de la CNAM actuel et nouveau, président d'organisations professionnelles, président de la FCPTS d'Avec Santé, les associations de patients, des personnes, donc évidemment la CNAM, enfin la DGOS, les services du ministère, l'école de l'EHESP. Et bon, on n'a pas rencontré d'élus en tant que tel, l'Association des maires de France ou autre, mais bon, c'était quand même quelque chose qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu dans le temps imparti. Voilà. Mais on est là aujourd'hui et puis on avait quand même un certain nombre d'éléments qui nous sont remontés aussi par les autres personnes. Voilà sur la méthode. Donc Albert, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en intro? Non, non, non. On peut rentrer sur les constats. Je vais peut-être commencer par dire un mot pour voilà. Enfin, ce qui nous a marqué quand même, c'est une grande convergence de tout ce qu'on a entendu dans notre Tour de France entre la réponse là, des 280 questionnaires et nos entretiens. En gros, on a rencontré des équipes qui nous ont tous dit que d'abord qui ont parlé de territoire, qui ont tenu un discours avec une approche territoriale, une approche populationnelle. Et ça c'était très frappant parce que c'est une culture qui n'est pas nécessairement celle des libéraux, qu'ils soient médecins ou autres. Et on a vu que beaucoup des porteurs de projets étaient aussi des leaders qui avaient souvent un ancrage territorial fort, parfois des mandats d'ailleurs d'élus locaux, parfois des engagements syndicaux, mais vraiment avec un très grand attachement à la défense de leur territoire et motivés par la nécessité de trouver des solutions. Le deuxième constat général de convergence, c'est une grande dynamique. On a été impressionné par la dynamique en cours. On cherchait s'il n'y avait pas du découragement parfois, etc., sur la difficulté. Les acteurs qu'on a rencontrés nous ont dit que c'est très lourd comme projet à mener, c'est très chronophage, c'est se confronter aussi à des cultures très différentes de celles des professionnels de santé, parce qu'il faut travailler avec les institutions, avec les élus locaux, avec la caisse primaire d'assurance maladie, l'ARS, etc. Il faut un temps d'incubation de projet qui est très long, mais personne ne reviendra en arrière et que même si on insiste sur le fait que ce n'est pas l'outil magique qui règle tous les problèmes et que la CPTS en soi ne crée pas des bras dans des zones où il y a une tension sur la démographie des professionnels, malgré tout, ça fait partie du panel des solutions qui permettent d'optimiser l'organisation. Et donc, ça rejoint complètement l'introduction que vient de faire Marie-Hélène sur le gros enjeu de mettre une organisation qui soit adaptée. Et puis, on a eu le dernier constat général de convergence, c'est sur le fait qu'il faut du temps pour que des actions concrètes produisent des effets, que pour que l'ensemble des professionnels se sentent concernés, hors de ceux qui portent le projet au début, ça ne passe que par le fait de délivrer des actions concrètes qui améliorent la qualité des soins, la prise en charge, l'accès aux soins, etc. Qu'à partir du moment où il y a des actions opérationnelles qui sortent du chapeau, eh bien, ces CPTS arrivent à fédérer assez largement. En revanche, il faut 1 an ou 2 entre la genèse, l'ingénierie des projets et la capacité de les concrétiser. Et que donc, il y a un effet tunnel qui est un peu lourd, parfois un peu compliqué, y compris pour les porteurs du projet qui ont besoin de beaucoup de soutien, mais qu'ils nous disent que n'empêche que ça produit un effet direct en termes de sortie de l'isolement et de qualité d'exercice, en tout cas des professionnels qui sont engagés dans le projet. C'est-à-dire que bien sûr, le but, c'est la qualité des soins aux patients, la qualité de l'organisation, des parcours, etc., du lien ville-hôpital, tout ça. Mais le premier bénéfice immédiat, c'est en tout cas là où je traduis ce qu'on a entendu, c'est un bénéfice en termes de qualité d'exercice
et notamment de lutte contre la solitude et l'isolement, qui est quand même auprès, et pas seulement auprès des médecins, mais de tous les professionnels, quelque chose qui dégrade beaucoup leur santé, ou en tout cas leur vie professionnelle. Voilà ce que je voulais dire pour continuer l'introduction un peu avant de rentrer dans les leviers et les freins. Marie-Hélène, je te laisse continuer alors. Alors, du coup, il faudrait la diapo message clé. Faudrait, message clé. Donc là, les messages, c'est reprendre un peu ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, franchement, ça valide complètement le principe des CPTS. Et ça a été dit par plein de personnes, c'était le maillon manquant d'un système de santé pertinent, dans le sens où ça donne une visibilité de l'ambulatoire, ça nous donne un interlocuteur, personnalité morale pour l'ambulatoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand l'hôpital veut parler aux professionnels, ah ben non, à qui je vais parler? Bon, les professionnels sont disparates, les organisations sont soit des syndicats, soit des universitaires, soit des formations, soit le Conseil de l'Ordre, soit les URPS, mais en fait, ça n'a pas de représentation du territoire. Et du coup, ça veut dire qu'une CPTS, c'est l'interlocuteur pour l'hôpital, pour la PMI, pour les mairies, pour des communautés d'agglomération, pour l'ARS, etc., pour parler aux professionnels d'un territoire. Et ça donne une visibilité, une lisibilité. Et ça, c'est un élément majeur, vraiment majeur. Et que si les professionnels n'ont pas encore tous compris ça, je pense que vous, à votre place, vous avez compris l'intérêt d'avoir un interlocuteur. Donc, ce que disait Albert, une vraie dynamique, hein, franchement positive, pérenne, avec un dispositif, quelque chose qui est agile, qui permet, puisque le principe quand même de la CPTS, c'est des professionnels qui s'organisent sur un territoire de proximité. Donc, le territoire de proximité, c'est plutôt le bassin de vie, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose qui a du sens, hein, en termes de, enfin, le bassin de vie, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Ça a du sens sur ce que font les patients, sur les personnes, sur les commerces, sur les entreprises, sur les transports, sur tout ça. Ça a vraiment un sens, et ce qui explique qu'il y a des CPTS de tailles différentes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une taille 1, il y a 4 tailles de CPTS, de 1 à 4. On pourrait dire qu'une 1, c'est tout petit et une 4, c'est beaucoup trop grand. Mais en fait, on s'aperçoit que ça correspond à quelque chose. C'est-à-dire quand vous avez un territoire très rural, très dispersé, avec peu d'habitants, eh ben, vous allez faire une petite CPTS. Par contre, quand vous avez une très grande ville avec des quartiers tout autour, avec une communauté urbaine ou d'agglo, etc., ça peut avoir du sens qu'il y ait une grande CPTS. Voilà. Bon, la majorité sont des tailles 2 ou 3, hein, quand même. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est que ça réponde aux besoins. Donc, ça, c'est hyper important. Et ça nous a été dit, et finalement, ces messages, c'est aussi les points positifs, les points de développement, hein, les points favorisant le développement. Il faut rester dans la finalité des CPTS, c'est-à-dire que c'est répondre aux besoins des personnes, des personnes sur une population sur un territoire, et répondre aux besoins des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment une démarche qui soit ascendante au service des publics, au service des professionnels. On voit bien que si c'est des choses qui sont descendantes, comme on le conçoit tout le temps, et dont on est souvent les victimes d'ailleurs, on ne comprend pas à quoi ça correspond, c'est quelquefois hors sol, et dans les projets de santé, on voit bien que les projets, c'est des choses qui répondent à des besoins précis. Et du coup, ça intéresse les professionnels. Et du coup, ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir adhérer à la démarche CPTS si ça leur apporte quelque chose à eux et s'ils ont l'impression que ça apporte quelque chose à leurs patients.
Ça, c'est vraiment important. Alors, juste un point, Marie-Hélène, pour bien insister, voilà, une CPTS, ça commence à être connu de tout le monde, c'est un objet qui commence à être appréhendé. On se posait la question d'ailleurs du lien avec les communes, les intercommunalités, les départements. Voilà, les élus ont repéré aujourd'hui les CPTS et partout, finalement, il y a un dialogue qui nous paraît relativement positif et voilà. Mais on nous a redit, il faut toujours réexpliquer ce qu'est une CPTS et ce qu'elle n'est pas. Et donc, par rapport à ce que disait précisément Marie-Hélène, une CPTS n'est pas un lieu de soins. Ça n'est pas une super maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc, ça n'est pas directement une structure qui interagit avec les patients. C'est une association qui regroupe des professionnels de santé, qui leur permet de travailler ensemble pour apporter des réponses aux défis que le territoire rencontre, pour structurer des prises en charge optimisées, pour organiser des protocoles de coopération, pour faire parler la ville avec l'hôpital, pour gérer des questions de soins non programmés, pour gérer des questions d'accès aux soins, pour anticiper le départ en retraite de tel ou tel médecin dont on sait qu'au 31 décembre, là, il va partir à la retraite en laissant 3000 patients sans médecin traitant. Enfin, voilà, c'est des questions d'organisation et d'efficience collective, de conditions de travail aussi, d'attractivité du territoire pour qu'il y ait des professionnels qui aient envie de venir. Mais donc, le fait que dans la rue, le patient ne sache pas exactement ce que lui apporte en direct la CPTS aujourd'hui n'est pas un critère pertinent pour dire que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la première finalité de la CPTS d'être connue par le grand public. Voilà, je me permets d'insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, c'est pas un lieu de soins, c'est fait pour organiser mieux les soins et la santé, en fait, hein, c'est ça. Donc, peut-être qu'on reviendra. Je vois qu'il y a plein de questions là sur le financement, tout ça. On pourra peut-être répondre aux questions parce que ça sera oui, si vous en êtes d'accord en termes d'animation, je ne sais pas combien de temps il vous faut non, encore. Non, ça va aller vite là. Après, on regroupera les questions. Effectivement, je pense que c'est peut-être plus. Ouais. Du coup, simple comme ça. Là, ce qui est important aussi, c'est que compte tenu de la taille des tailles, c'est quelque chose qui est agile et qui est réactif. Et d'ailleurs, on l'a tout à fait vu au niveau du Covid. C'est-à-dire que on a été face à un problème tous ensemble, quelles que soient nos casquettes au moment du Covid. On s'est mis autour d'une table et on a dit qu'est-ce qu'on fait? On a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et que ça a été vraiment, c'est une super expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on va construire sur notre territoire, compte tenu de nos spécificités, etc. On faisait, par exemple, nous, au Muro, une réunion hebdo avec toutes les communes de la CPTS, coordonnée par la coordination du contrat local de santé des Mureaux. Il y avait l'ARS, il y avait la CEPAM, il y avait l'hôpital, et du coup, on a pu s'adapter, essayer de répondre aux besoins les plus et notamment des gens qui étaient les plus loin, les personnes âgées, les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, etc., par rapport à la vaccination notamment. Bon, mais comme disait Albert, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps d'acculturation des professionnels, mais aussi des institutions et des élus. C'est-à-dire, c'est quoi une CPTS? Qu'est-ce que ça n'est pas? À quoi ça sert? C'est pas non plus le couteau suisse qui va résoudre tous les problèmes. Hein. Là, il faut faire attention. Hein. C'est parce que ça revient à dire si on charge trop la mule des CPTS, ça va pas le faire. Hein. Donc, il faut faire très très attention. Et du coup, il faut un temps d'acculturation. Et on voit bien que ça soit pour les professionnels, mais aussi pour l'ARS, pour les CEPAM, les personnes qui sont sur le sujet, ils connaissent ça, mais en même temps, il faut aussi un temps d'acculturation des uns et des autres, quelle que soit la place qu'on occupe dans ces institutions ou dans ces communes ou en tant que professionnel. Et ça veut dire que ça va pas se décréter, quoi. Et du coup, il faut savoir prendre les marches les unes après les autres. Et ça fait partie aussi d'une recommandation qu'on fait, c'est-à-dire donner du temps au temps.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des territoires qui sont encore blancs, enfin où il n'y a pas de CPTS, c'est par hasard. C'est par hasard. C'est parce que soit il n'y avait pas de porteur de projet, soit qu'il n'y avait pas de besoin identifié, soit que il y avait des conflits entre les uns et les autres. Enfin voilà. Donc il faut analyser très très précisément pourquoi il n'y a pas encore eu de CPTS pour essayer de prendre les choses dans le bon sens. Parce que dans les endroits où c'était possible, où il y avait des leaders, où les conditions étaient favorables, la dynamique est positive, il y a eu des CPTS et à des stades de maturité différents, mais il y en a eu. Et du coup, ça veut dire aussi que par rapport à ce je disais tout à l'heure en intro, c'est un peu une opportunité aussi pour construire quelque chose de cohérent dans un contexte de ressources rares. Donc, soit l'accès aux soins, aux médecins traitants, soit le travail pluriprofessionnel sur le territoire, c'est-à-dire comment on s'organise entre professionnels pour prendre en charge des situations complexes, où forcément il va falloir les prendre à plusieurs professionnels, mais aussi en plurisectoriel, avec du social, etc. Donc, c'est essayer d'organiser le travail ensemble, tous ensemble sur un territoire. Ça va être organiser les parcours avec l'hôpital, entrée, sortie, éviter les passages par les urgences, meilleure connaissance entre les professionnels, les actions de prévention co-construites avec les collectivités. Voilà, c'est tout ça quelque chose qui est plus cohérent. Et du coup, le fait qu'on puisse être vraiment proche des besoins, proche des attentes, ça favorise parce que on sera d'autant plus performant et efficace que les gens se sentent concernés. Hein. Au niveau des professionnels, c'est évident. Voilà. Et donc, je vois que dans les questions, on n'a pas rappelé les grandes missions de base. Donc, du coup, il faut redire, hein, dans l'accord national qui organise le financement des CPTS et qui le rend possible par l'assurance maladie, il y a une mission sur l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est globalement les soins non programmés. Il y a une mission précise sur les soins non programmés dans les CPTS. Comment, sur un territoire, on organise et on optimise la prise en charge des patients qui ont besoin d'être vus sans relever d'une urgence, mais qui ne peuvent pas attendre une semaine pour avoir un rendez-vous chez leur médecin. Il y a un sujet d'accès aux médecins traitants pour les patients qui n'en ont pas. Bon, voilà, il y a toute une série. Et après, il y a des projets qui peuvent émerger autour de l'accès aux soins. Il y a une deuxième grande famille de missions qui est autour de la santé publique et de la prévention. Ça fait partie des missions fondamentales d'une CPTS. Donc, parce que je voyais qu'il y avait la question, bien sûr que c'est un moyen d'impliquer les acteurs du soin dans les politiques de prévention. Les politiques de santé, ça n'est pas que le soin, mais il faut aussi intégrer une action sur les déterminants de santé où on va pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, mais en associant les professionnels de santé. Et jusqu'à présent, on n'avait rien pour permettre ça. Aujourd'hui, on voit que des communes travaillent avec les CPTS sur la question des détections des cancers et des dépistages, sur la question de l'alimentation, de l'importance de l'activité physique adaptée, de plein de sujets sur les jeunes et l'obésité. Enfin voilà, on voit des sujets qui ont un impact sur le système de santé ou pourront en avoir un à moyen ou à court terme. Et donc voilà, ça c'est la deuxième grande famille. Il y a des missions qui concernent les parcours. C'est la troisième grande famille. Organiser des parcours, notamment ville-hôpital, mais la prise en charge du diabète, la prise en charge des patients âgés, un certain nombre de l'insuffisance cardiaque, un certain nombre de parcours qui ont bien marché. On a vu notamment un programme de détection de la fragilité du sujet âgé, qui est un programme ICOP mis en avant par l'OMS et qui a été beaucoup développé dans beaucoup de CPTS parce qu'il est par essence pluriprofessionnel. On a vu aussi se développer la téléconsultation à domicile pour des patients âgés qui ont besoin d'une visite à domicile, mais comme il faut optimiser du temps médical, eh bien
on envoie une infirmière qui va intermédier la téléconsultation parce qu'elle a une habitude de travail avec un certain nombre de médecins avec qui elle a développé une méthodologie, des formations, etc. Et qu'elle va pouvoir assister le médecin pour faire la consultation à domicile. Donc, vous voyez, des projets très concrets qui permettent, par une logique de coopération pluriprofessionnelle, de répondre aux enjeux du système de santé. Puis après, on a des missions complémentaires sur l'attractivité, notamment l'accueil des professionnels de santé, l'attractivité du territoire pour que des infirmiers, des pharmaciens, des kinés, mais aussi des médecins viennent s'installer, des internes, comment on accueille les internes, comment on travaille avec les élus locaux sur le logement des internes pour qu'ils puissent venir faire des stages d'internat sur certains territoires, etc., etc. Voilà, ça c'était pour juste repréciser quand même pour que tout le monde ait bien en tête ce qu'on attend, quelles sont les missions de base. Et puis ensuite, il y a cette question du financement. J'ai vu que quelqu'un d'une ARS a répondu largement à la question, mais il y a des fonds d'amorçage qui sont financés par l'ARS, qui d'ailleurs permettent de financer maintenant, suite à notre rapport, c'était une de nos grandes préconisations avec Marie-Hélène et Gauche Dardy, qui permettent de financer l'embauche d'un coordonnateur dès l'élaboration du projet de santé, donc en amont de la finalisation du projet. Et donc, c'est des fonds d'amorçage ARS. Et ensuite, c'est des fonds assurance maladie. Une fois qu'on signe un accord conventionnel, on fixe des objectifs sur toutes les missions que j'ai indiquées. On se fixe des objectifs chiffrés et il y a un financement pluriannuel qui va accompagner, voilà, et qui va permettre d'embaucher, en fonction de la taille de la CPTS, quelques collaborateurs. Et donc, voilà, au global, le budget national, à terme, il avoisinera les 300 millions d'euros. C'est quand même un investissement tout à fait considérable. On est aujourd'hui à une cible, on doit être à 500 CPTS qui ont signé une ACI au niveau national. À terme, il y en aura probablement 700 ou 800. Il y en a une centaine sur la région Île-de-France. Voilà, donc, et on voit que quand même les zones blanches, pas partout, il y a des difficultés, mais enfin, globalement, il y a une vraie dynamique de création de projets en ce moment. Donc, on peut peut-être, les suivantes, on va vous donner les propositions qu'on a faites, et puis après, on va répondre aux questions pour gagner plus, enfin, reprendre les questions que vous allez. Donc, sur la suivante diapo, là. Donc, en fait, on a fait 5 axes de propositions, 5 axes et 24 propositions. Donc, la finalité, donc, enfin, le but général, c'était de sécuriser, pérenniser les CPTS existants. C'était de favoriser l'émergence des CPTS dans les zones blanches pour couvrir le territoire, parce que c'était un objectif présidentiel, on va dire, enfin, en tout cas de l'État. Et de renforcer les dynamiques territoriales. Et quand on dit des dynamiques territoriales, c'est à la fois les CPTS, mais aussi avec les différents acteurs du territoire. Donc, la suivante diapo. Donc, voilà, les cinq grands axes, c'était donc, on voit bien, c'est expliciter la place et le rôle des CPTS au sein d'une organisation territoriale cohérente. Donc, c'est à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est toute cette histoire d'acculturation en fait des uns et des autres, hein, quelle que soit notre place d'ailleurs. Le deuxième grand axe, c'était de favoriser le travail des CPTS au quotidien pour qu'ils remplissent leur mission. On voit bien que le diable se cache dans les détails et quelquefois, il y a des tas de choses qui sont très simples, en fait, qui peuvent être en termes de gestion, de financement, ça peut être beaucoup plus simple de travailler, hein, donc voilà. Donc, le troisième axe, c'est le financement pérenne et transparent. Donc c'est effectivement, c'est l'ACI. Et donc là, on voit bien que dans l'ACI, dans la gestion de l'ACI, il y a des choses à améliorer au quotidien, dans le dialogue avec la caisse, dans la gestion des sous, etc. Quatrième axe, optimiser la gouvernance et les fonctions support des CPTS. Donc, les CPTS sont des associations 1901, donc avec des professionnels de santé qui sont des élus, conseil d'administration, bureau, et bien évidemment,
c'est absolument indispensable d'avoir des fonctions support, donc des personnes salariées qui travaillent avec la CPTS et pour la CPTS, avec donc des coordinations, peut-être demain des directeurs direction, mais aussi des chargés de mission, etc. Donc, il n'est pas question non plus de faire, d'avoir 15 personnes, hein, c'est pas du tout la question. Mais on voit bien qu'une CPTS qui va gérer un budget entre 200 000 et 400 000 euros annuels, hein, plus éventuellement des réponses à des appels à projets et tout, donc c'est pas neutre, hein, comme en termes de budget. Ça se gère de façon sérieuse et professionnelle, tant pour les élus que pour les salariés, l'équipe salariée technique, avec un bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on tient vraiment à ce que la gouvernance et la décision restent quand même aux professionnels de santé, à la main des professionnels de santé, mais dont c'est pas notre corps de métier, les CPTS. Hein. Notre corps de métier, c'est quand même de soigner des gens. Donc, il faut qu'on soit dans cette organisation à notre place avec des collaborateurs. Et donc, c'est tous les enjeux aussi de formation, de montée en compétence de ces personnes, tant des salariés que des dirigeants. Et ça, c'est un gros sujet. Moi, ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est aussi la condition sine qua non pour que les CPTS ça soit sérieux, quoi. Parce que comme vous l'avez vu, les sommes c'est des fonds publics, les sommes sont quand même pas neutres. Et du coup, il faut quand même des règles, hein, un minimum de règles et de sérieux pour le faire. Et puis, le 5e axe, c'est comment aller vers un objectif de couverture sur tous les territoires avec pragmatisme et sans vouloir aller trop vite. Voilà, donc c'était les cinq grands axes où on a fait des propositions très précises. Alors, certaines lourdes, certaines complexes à mettre en place, d'autres plus simples, plus courtes, plus simples, qui favorisent, qui facilitent la vie. Voilà. Donc maintenant, on peut peut-être répondre aux questions. Merci beaucoup pour ce duo tout à fait intéressant, passionnant, qui nous permet d'avoir vraiment votre vision un peu nationale et sur les freins et les leviers. Je ne doute pas que ça suscite beaucoup de réactions. Donc, on avait préparé avec Véronique des questions si toutefois il n'y en a pas dans l'assistance, mais on va d'abord passer la parole à l'assistance. Moi, j'ai plein de questions. On voit Nicolas Leblanc qui a levé la main. Et il y en a beaucoup dans l'assistance. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, on y va. Donc, Nicolas, enfin, je ne sais pas, peut-être Véronique aussi. Moi, je vois pour l'instant une seule main, c'est celle de Nicolas, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, est-ce que, Nicolas, on va te laisser en effet la parole et puis après, je vois que les mains se multiplient par rapport aux questions dans le chat. Donc, on va couvrir à la fois le chat et les questions par voie orale. Donc, surtout, n'hésitez pas à reprendre la parole. Donc, Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Albert, merci aussi pour cette belle présentation. Moi, ma question elle est simple, c'est quels sont les facteurs clés de succès? Vous l'avez dit, c'est un peu lent et il y a 300 millions d'euros sur la table, comme tu l'as dit Albert. Donc, quels sont les facteurs clés de succès? Dans ma commune, c'est à Fontenay-sous-Bois, on a une belle CPTS, mais qui a un peu de mal à émerger, à se développer, à se concrétiser. Donc, sur les expériences que vous avez pu voir, quels sont les facteurs clés de succès? Alors, moi, je veux bien répondre. Nous, ce qu'on a vu, c'est que il faut d'abord, les territoires ne sont pas égaux parce qu'il y a des territoires qui ont une culture déjà de la coopération, du pluripro, des MSP qui étaient très développés, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des réseaux de soins qui s'étaient développés il y a quelques années, etc., sur lesquels on peut capitaliser. Donc, voilà, on part de chaque territoire. Mais après, il faut arriver à ne pas se disperser et avoir un ou deux projets très opérationnels et très concrets qui vont donner du sens et qui vont apporter quelque chose aux professionnels de santé du territoire. Si on arrive à discuter avec l'hôpital pour préparer de l'hospitalisation programmée, alors que les médecins et les professionnels se disent nous, on n'arrive pas à dialoguer avec l'hôpital et que la CPT, c'est un cadre qui permet de le faire,
eh ben, c'est gagné. Si on arrive à avoir un vrai projet d'anticipation des départs en retraite, comme je le disais tout à l'heure, et d'organisation de la suite de la prise en charge, ça c'est très concret, c'est gagné. Bon voilà, il faut arriver à organiser un peu les choses et parfois la difficulté pour les professionnels, c'est de passer de plein d'idées à de la méthode pour que on arrive à concrétiser. Et pour ça, il faut des collaborateurs, un coordonnateur ou un binôme de coordonnateurs de CPTS qui ait des vraies compétences en gestion de projet, ce qui est une compétence qui n'est pas le cœur de métier des professionnels de santé, que parfois on a pris comme coordonnateurs des CPTS, des coordonnateurs de maisons de santé pluriprofessionnelles, donc des infirmières coordonnatrices, mais ce n'est pas le même métier. Et donc voilà, donc il ne faut pas se tromper de profil. Et il faut former, comme l'a dit Marie-Hélène tout à l'heure, il faut former à la fois les patrons de CPTS, gérer une structure avec des règles juridiques, comptables, financières, etc. Ce n'est pas évident, ce n'est pas leur cœur de métier. Savoir laisser la place aux coordonnateurs sur la partie technique, former les coordonnateurs pour que la coopération avec la gouvernance de la CPTS se passe bien. Voilà, il y a un ticket d'entrée, mais moi, dans les questions de levier, c'est quand même beaucoup cette question, une équipe leader, des collaborateurs et des leaders bien formés. On ne se disperse pas de la méthode. Il y a des outils qui sont mis à disposition, notamment de l'assurance maladie, avec un dispositif qu'on appelle l'accélérateur, qui est en fait de la prestation d'accompagnement et de conseil pour justement arriver en temps court à avoir des réalisations concrètes. Promouvoir aussi un peu la dynamique inter-CPTS, les échanges d'expériences. Maintenant, il y a beaucoup de départements où il y a déjà des CPTS qui ont 2-3 ans d'ancienneté, voire 3-4 ans. Et donc, ceux-là, en échange de pairs, peuvent beaucoup apporter aux CPTS qui sont en gestation ou qui sont toutes récentes et qui ont du mal à passer à l'échelle. Elles peuvent mutualiser des outils de communication, des outils techniques, etc. Voilà quelques pistes qu'on a repérées. Je laisse Marie-Hélène éventuellement compléter. Mais en fait, vous voyez, la question du temps, elle est pas neutre, parce que je vous fais le truc sur la procédure, en fait. Vous avez une idée, elle peut être très intelligente. Il faut déjà faire mûrir l'idée, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs, quels sont les objectifs généraux, quels sont les objectifs opérationnels. Voilà, premier élément, donc ça, groupe de travail, etc. Avec qui on va le faire? C'est les rencontres institutionnelles, c'est les partenaires. Donc, les partenaires, il va falloir se faire connaître. Donc, c'est du temps. Alors, tout ça va se faire un peu en parallèle, mais les partenaires… Et pendant ce temps, la salle d'attente est complète. Donc, il faut aussi arriver à concilier cette activité avec le courant. Les partenaires, ils sont multiples sur un territoire. Donc, il y a tout un temps aussi de connaissance avec les partenaires en général. Et puis, sur un projet, quels vont être les partenaires sur ce projet-là. Puisque pour avoir du sens, il faut le faire avec des partenaires. Ensuite, on met en place le projet, bon, très bien. Mais si c'est pour que ça soit 3 personnes qui s'y intéressent, ça sert à rien. Donc, vous voyez bien qu'il y a tout le temps de faire connaître le projet aux professionnels. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont motivés pour le faire? Est-ce qu'ils vont intégrer ça à leur pratique, dans leur pratique de consultation par rapport à l'hôpital, par rapport à n'importe quel sujet? Donc, vous voyez, donc c'est sur un projet. En fait, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à faire. Et que effectivement, on est à la fois dans la gestion de projet et on est à la fois aussi dans la gestion d'un collectif, y compris un collectif qui n'est pas forcément intéressé au premier abord, hein, parce que sur un territoire, il y a beaucoup de professionnels. Il y en a qui sont dans un cercle restreint, qui sont là parce que ils sont dans le bureau, ils sont dans le CA, ils viennent aux assemblées générales, ils sont adhérents, etc. Mais si on veut avoir des choses plus concrètes, il va falloir toucher aussi ceux qui sont plus loin. Donc, comment on va les toucher? Comment on va les intéresser? Donc, vous voyez, c'est quand même un travail qui est pas simple. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand on nous dit à quoi ça sert les CPTS, montrez-nous ce que vous faites, quels sont les résultats, ben, là où on a dit, attention, et on ne peut pas avoir les résultats avant même d'avoir commencé.
Donc, c'est pour ça que sur les indicateurs, il y a des indicateurs de suivi, il y a des indicateurs de processus. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y a des indicateurs quali. Qu'est-ce que ça commence à montrer? Et après, il y aura du quanti, etc. Mais vous voyez que ça, c'est très, très important à bien prendre en compte, et notamment au niveau des tutelles. Et d'ailleurs, mais en même temps, il faut quand même qu'on commence à montrer que ça sert à quelque chose. Voilà. Donc, c'était ça tout l'enjeu. Est-ce qu'on peut, à ce stade-là de nos échanges, peut-être préciser, parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat là-dessus, sur le rôle que peuvent jouer les collectivités locales. Je vais peut-être laisser Émilie Delpy qui a posé ça dans le chat. Je trouve que c'est vraiment important. Vous avez beaucoup insisté sur le rôle des élus dans le soutien des CPTS, mais là, depuis qu'on vous écoute, en fait, on parle beaucoup des professionnels, des difficultés à fédérer sur un territoire des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, parce que l'exercice libéral, par définition, il n'est pas forcément collectif. Donc, est-ce que vous pouvez préciser l'un ou l'autre sur la manière dont vous pouvez, comment les élus peuvent aider finalement, parce que la CPTS pour eux, enfin, je suis contente de voir qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués, mais c'est vrai que c'est une entité, pour l'instant, je ne suis pas certaine que tous les élus se soient saisis de cet outil pour voilà, répondre aux besoins de leurs concitoyens. Enfin, j'aimerais bien que ce soit le cas, mais je pense que SPT, on a encore un peu de chemin à faire pour que ce soit le cas partout, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ça? Ouais, peut-être, Alexandra, peut-être pour juste préciser la question. Oui. Effectivement, merci de me donner la parole. Bon, moi, j'ai un peu un délit d'initié parce que c'est un peu mon métier, la santé, à côté de ma fonction d'élu. Mais c'est vrai que de notre territoire, globalement, il n'y a aucun projet et on peut attendre de 3 ans, il n'y aura aucun projet. Voilà. C'est sûr et certain. Dans les Hauts-de-Seine, centre. Enfin, centre. Un des territoires des Hauts-de-Seine. C'est Sèvres, Chaville, Ville d'Avray. Voilà. Tu peux dire, oui, que tu es élu de Sèvres. Ouais, je suis adjointe au maire de Sèvres, effectivement. Voilà. Donc, en fait, nous, c'est vraiment un territoire d'exercice totalement isolé de la part de la totalité des professionnels. Je pense que ceux qui sont les plus dans ce qui se passe sur le territoire, globalement, c'est les pharmaciens. Voilà. Enfin, c'est un peu l'impression que, en tout cas, ça donne. Donc, vraiment, rien ne bouge. Donc, nous, on voulait, et on a le projet avec les 3 villes, là, d'organiser une grande réunion un peu d'information aux professionnels de santé sur différentes actualités du territoire, voilà, rapide, mais en ayant avec nous l'ARS et la CEPAM qui vont un peu présenter les CPTS. Voilà, la question est celle un peu de la posture, parce que bon, je vais faire venir des présidents de CPTS avoisinants, parce que je pense qu'un médecin parle mieux à un autre médecin. C'est plus, voilà. Mais en tout cas, je voulais voir si vous aviez des expériences où il y a eu un peu un soutien apporté aux villes, voilà, en restant bien à sa place, si vous avez des recommandations compte tenu de ce que vous avez peut-être pu voir. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les villes qui soient en front? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit finalement l'ARS? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'on a vraiment, enfin, honnêtement, il n'y aura rien qui va se passer si on ne donne pas ce petit coup de départ. Et encore, c'est pas sûr que ça prenne très vite, surtout quand vous me confirmez avec vos échanges que les choses vont mettre quand même pas mal de temps à se mettre en place. Ça met beaucoup de temps d'incubation et c'est ce que les professionnels nous disent qu'ils n'ont pas, quoi. Voilà, je rejoins un peu Nicolas Leblanc là-dessus, effectivement. Voilà, merci de vos conseils avisés. Merci Albert. C'est sûr que tant que, enfin, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est pas forcément qu'il faut beaucoup de temps, c'est variable d'un territoire à l'autre. Nous, on a quand même vu des CPTS où, au bout d'un an, 18 mois, il y avait plein de choses très opérationnelles qui avaient été mises en place. Et puis, il y a des endroits où il faut plus de temps parce que le territoire n'a pas le même vécu, le même historique, parce que la mayonnaise, elle est plus compliquée. Ça dépend aussi du facteur humain. Il y a beaucoup de choses. Bon, pour répondre à votre question, parce que c'est sûr qu'il faut faire des réunions pour mener des projets, et pendant qu'on fait des réunions, c'est pas vendeur, il n'y a rien qui est aujourd'hui plus repoussant pour un professionnel de santé d'aller faire des réunions. Mais heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns qui s'y lancent. Si on ne se réunit pas, on ne peut pas mener des projets. Moi, on a vu beaucoup de choses. D'abord, se parler, déjà, avoir un interlocuteur. On voit plein de collectivités locales mettre en place des stratégies d'attraction de professionnels de santé, notamment de médecins, à coût d'aide financière, plus ou moins coordonnée, plus ou moins coopérative d'une commune à l'autre ou d'une agglo à l'autre, pour essayer de se piquer des professionnels de santé. C'est sûr que ça peut être efficace, surtout pour les communes qui ont les moyens, mais ça peut être aussi très contre-productif. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de chasseurs de primes venir prendre la prime, repartir, etc. Donc, avoir un dialogue avec les professionnels de santé du territoire autour de ces stratégies d'attractivité,
travailler sur l'attractivité en lien avec les libéraux, c'est quand même promouvoir l'exercice libéral chez des internes en médecine, mais aussi chez d'autres professionnels. C'est important et l'attractivité du territoire, ça se fait qu'en lien avec les acteurs du territoire, parce que pour former des internes, il faut des médecins qui acceptent d'être maîtres de stage, etc. Mais après, il faut aussi s'occuper des autres aspects d'attractivité. Je parlais du logement tout à l'heure, etc. Donc, on voit que dès qu'on commence à parler des sujets, on voit qu'il y a des complémentarités d'action qui peuvent être efficaces. Donc, ça commence par prêter une salle pour faire une réunion et ensuite, ça peut être un accompagnement beaucoup plus opérationnel. Et pareil sur la prévention. On peut commencer à avoir des projets sur les écoles, on peut commencer à avoir des projets autour de la promotion d'actions de sensibilisation sur des thématiques de santé publique. On peut promouvoir les mobilités douces parce que c'est bon pour la santé. Moi, en Essonne, j'ai des exemples très concrets sur les dépistages des cancers, comment ARS-CEPAM d'un côté, la CPTS de l'autre et certaines communes, en travaillant avec des pharmaciens de CPTS, avec des médecins, etc., comment on a amélioré l'efficacité des campagnes de dépistage et toucher des publics qui d'habitude ne répondent pas aux courriers d'incitation au dépistage organisé. Et on a réussi à avoir des progressions dans l'adhésion finalement à ces opérations de dépistage. Donc j'essaie de donner quelques réponses concrètes. Il n'y a pas de recette toute prête, mais hier j'étais dans une réunion de CPTS dans le Val-de-Marne et avant que notre rapport la propose de financer une coordinatrice pour rédiger le projet de santé, puisque jusqu'à maintenant il y avait des fonds d'amorçage mais qui ne permettaient pas d'embaucher et de payer des salaires. Eh bien, il y a des communes qui, pour accélérer les choses, ont financé quelques mois de CDD pour permettre aux professionnels de santé de les aider à rédiger leur projet de santé. Donc, il y a des exemples très concrets de coopération, hein. On reviendra aussi, merci Albert pour ce complément. Il y a aussi, il faut vraiment qu'on évoque les communes avec des CLS, mais il y a des mains levées, donc on va passer la parole à Madame Lounissi de Bordeaux Métropole. Merci d'être encore présente à nos webinaires. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, je suis Madame Lounissi, je suis élue de la ville de Pessac, donc troisième ville de Bordeaux Métropole, 66 000 habitants, et je suis élue à la santé et au logement. Et je suis également élue à Bordeaux Métropole et médecin radiologue au CHU de Bordeaux. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur la personne a beaucoup insisté en parlant du Covid, en disant que heureusement que la CPTS était là pendant la crise Covid, du moins au niveau de leur territoire, parce que ça les a beaucoup aidés. En ce qui nous concerne, au niveau de l'ensemble de la métropole, la crise Covid, elle a bien montré que les communes, qui sont l'échelon vraiment le plus proximal, et celui qui s'est mobilisé le plus facilement et de la manière la plus efficiente durant la crise Covid. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une CPTS à ce moment-là, ou peut-être n'existait-elle pas. Et donc, nous n'avons ni eu recours, et quand bien même on aurait eu recours, on ne savait pas que cette instance existait, d'une part. Deuxième part, la CPTS, maintenant je la connais, j'en fais partie. C'est la CPTS Mérignac, Sud-Gironde, bref, un bassin de quelques milliers d'habitants quand même, importante, qui essaye de bouger, qui essaye de travailler. Pour ce qui est de l'animation du territoire, parce que c'est aussi une de ses missions. L'animation du territoire, nous, en tant qu'élus, notamment à la santé, on sait le faire. On sait, par exemple, on a mis en place un guide santé qui n'existait pas. Nous animons et nous essayons de faire passer les plus grands messages de santé publique à l'occasion des journées internationales de dépistage du cancer du sein, du côlon, des maladies cardiovasculaires. Donc, on sait le faire parce qu'on a la chance d'avoir un vivier de professionnels qui est le CHU de Bordeaux, qui est connu et reconnu, mais aussi des médecins libéraux qui nous suivent et qui travaillent avec nous. Donc là, à ce niveau-là, et puis le monde associatif qui gravite autour de la santé, qui est toujours très mobilisé et qui répond à notre demande pour des actions de promotion de la santé, de promotion des dépistages. Ça aussi, on sait plutôt bien le faire. Alors, là où on attend la CPTS, c'est quand moi je les ai reçus, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment nous, en tant que commune, on pouvait utiliser, dans le bon sens du terme, la CPTS. C'était sur les soins non programmés, l'accès aux soins de publics qui est éloigné de tout parcours du soin, et c'est nous, des publics qui sont identifiés
par l'intermédiaire des centres communaux d'action sociale où ces publics sont répertoriés, sont identifiés. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas pu améliorer cet indicateur d'une certaine manière. Et ce n'est pas à cause de la CPTS, c'est parce que nous savons tous à quel stade est la démographie médicale et paramédicale sur tout le territoire national. Donc, cette mission qui nous intéressait, finalement, ce service ne nous est pas apporté par la CPTS. Et enfin, ce que je voudrais également rajouter, c'est que la CPTS, ça peut être intéressant pour une commune, pour un territoire, une commune, mais à condition de construire le projet de la CPTS en même temps. Ça veut dire, là, actuellement, les CPTS ont leur projet. Je sais que celui dont je parle, c'est un projet plutôt sur les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque notamment, et viennent nous sensibiliser. Et c'est compliqué. Alors que si, dès le début, les CPTS construisaient le projet avec nous, parce que nous avons notre analyse des besoins sociaux, nos contrats locaux de santé qui ont déjà identifié nos spécificités territoriales et nos besoins, je pense que l'articulation avec la CPTS se ferait plus facilement, de manière beaucoup plus naturelle, et on ne se poserait plus toutes ces questions, mais à quoi ça sert la CPTS, comment je vais pouvoir utiliser pour animer mon territoire, voilà. C'était la réflexion que je voulais vous apporter. Et puis finalement, au niveau de la gouvernance, honnêtement, une association loi 1901, avec un budget, vous avez rappelé les budgets qui sont très, très conséquents, il faudrait vraiment qu'il y ait une très, très grande transparence et que ces CPTS puissent rendre des comptes, parce que 300 millions d'euros, c'est pas Non. rien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Moi, je beaucoup, veux bien- Zinal. Témoignage très concret. Marie-Hélène, tu Oui, apportes des éléments. et Peut-être des après- réponses un tout petit peu plus courtes si c'est possible, parce que sinon on va pas pouvoir passer la parole à Bon, toutes les je veux mains bien levées. juste répondre. Merci beaucoup. Alors déjà, c'est pas chaque partenaire a ses missions, sa posture et son rôle. Les CPTS, ça réunit des professionnels de santé par rapport à leur travail en ambulatoire sur les soins primaires notamment. C'est pas le même rôle que les communes, hein, donc avec les CACAS, etc. Donc on est partenaire, on n'est pas la CPTS au service d'une commune. On est partenaire par rapport à des problématiques de santé du territoire, avec chacun son rôle. Donc ça, c'est quand même important parce que là, je profite de la tribune pour dire la CPTS, c'est pas le larbin de la commune ou du CCAS, etc. On est des partenaires avec des rôles différents. Donc ça, c'est important. Évidemment, il faut construire les choses ensemble. Alors nous, au Muro, on a de la chance parce que on avait déjà une intériorité à la fois historique sur le territoire, les dynamiques, etc. On avait une mairie qui était assez dynamique et on avait un contrat local de santé qui préexistait à la CPTS. Et du coup, on a choisi aussi le territoire. Il y a les Mureaux, il y a 20 communes environnantes avec 110 000 habitants, une taille 3. Les Mureaux étant la ville-centre, ayant un contrat local de santé. Évidemment, quand on a fait le projet de santé, on s'est appuyé aussi sur le diagnostic territorial qui avait été fait sur le CLS, enrichi des constats que nous, professionnels, on a fait aussi. Vous avez dans les communes connaissance par les CCAS des gens précaires, d'un certain nombre de gens qui vont au CCAS, mais sur un territoire, c'est pas l'entièreté de l'ensemble des besoins de santé, si je peux me permettre. Sur les parcours ambulatoires ou ville-hôpital, il y a des choses qui concernent pas vraiment la mairie. Enfin, je veux dire. Donc, c'est pour ça que les choses sont plus larges, qu'on doit être partenaire et qu'on doit s'appuyer les uns les autres. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut pas avoir des projets en silo. Il faut avoir des projets qui sont partagés et que nous, par exemple, dans le contexte. Alors, je prends mon exemple, puisque vous avez pris votre exemple à Bordeaux. Nous, c'est plus simple, c'est plus petit, mais on a un contrat local de santé avec des axes.
Sur l'axe, sur l'offre de soins, par exemple, la CPTS est signataire, enfin, de toute façon, on est signataire du contrat local de santé et il y a des axes de travail, des axes stratégiques du contrat où on est en responsabilité pour déployer l'axe avec les partenaires qui sont concernés. Il y a des sujets de promotion de la santé ou d'éducation à la santé, ou etc. Ben là, non, on n'est pas, bien sûr, les acteurs du territoire sont proactifs et nous, on est juste un partenaire parce que ça n'est qu'une partie de notre activité. Vous voyez, c'est ça. Mais qu'il y ait une cohérence et un travail ensemble, oui, oui, oui. Et quand on dit le Covid, bien évidemment, nous, la CPTS, on représentait les professionnels et on pouvait diffuser un certain nombre de messages aux professionnels de notre CPTS ou du territoire. Mais évidemment, les réunions, elles étaient avec les élus parce qu'on n'aurait pas pu faire gérer la crise Covid si on n'avait pas eu les élus de proximité, je vous le confirme. Et nous, nos réunions de pilotage, elles étaient avec les différents élus des communes de la CPTS et la CPTS et l'hôpital. Mais chacun à sa place, mais ensemble dans une même direction. Ça, c'est, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est très clair, tout à fait. Donc, on va peut-être passer la parole à Juste, M. Darey, Alexandra, Olivier je voudrais Darey juste qui nous faire demande la parole. un tout petit point, juste Monsieur Gentilhomme, franchement, de la DD ARS du 46, merci infiniment parce que vous avez répondu et apporté beaucoup d'informations dans le chat. Donc, juste une mention spéciale à vos réponses. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Darrer, président de la CPTS. C'est Exactement. gentil. On a fin le monopole. Bonjour. Juste, j'ai pas une question pour apporter un témoignage. Quand on a monté notre CPTS, on l'a monté en même temps que le contrat local de santé de la Comcom. Nous, on est en rural, donc on a 42 000 habitants, ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même réparti sur 77 communes. Et on a une Comcom, on s'est calqué sur les territoires. Et on a monté les deux projets ensemble, le contrat local de santé, parce qu'il y avait une communauté de communes, bien sûr, mais il n'y a pas de contrat local de santé, et la CPTS. Et on s'est rendu compte que nous avions les mêmes objectifs, bien évidemment, c'est-à-dire l'accès aux soins. Ce qu'a dit M. Orgman tout à l'heure, c'est l'accès aux soins, la lutte contre les inégalités sociales. C'est notre projet commun ensemble, mais nous n'avons pas les mêmes missions. Le CLS nous aide beaucoup quand il s'agit de logement pour les internes, pour des jeunes qui voudraient s'installer, pour le travail des conjoints, pour tout ce qui est promotion du territoire. On est un territoire rural, ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un d'urbain d'arriver. Et on a réussi à créer, alors bien sûr, il s'agit de missions parfaitement complémentaires, en aucun cas le moindre idée de subordination, bien évidemment, hein, et nos coordinatrices, celles de la CPTS et celles du contrat local de santé, sont amenées à travailler régulièrement. Elles ont des réunions une fois par semaine, je crois, ensemble, pour arriver à bien calquer les choses. Donc, une CPTS ne peut travailler qu'avec des élus locaux. Les élus locaux doivent travailler avec eux et chacun doit bien savoir identifier qui fait quoi. Voilà, c'était juste une petite approche. Merci beaucoup pour ce message. Est-ce que les personnes qui ont posé des questions dans le chat souhaitent les poser par voie orale ou vous préférez qu'on les lise? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non. Alors, parmi les questions posées, je les reprends dans l'ordre en remontant. Il y avait celle de l'implication des CPTS dans les instances de démocratie sanitaire, qui était une question posée par Gilbert Angard. Mais c'est vrai qu'en tant qu'élu, on est amené à participer à de nombreuses instances de démocratie sanitaire. Et donc, c'est vrai qu'on voit arriver ces nouveaux objets de coordination. Donc, on n'a pas parlé des DAC, hein, des dispositifs d'appui à la coordination, mais je pense que le directeur de la CEPAM pourrait nous donner ça. Mais effectivement, si on se met du côté des élus qui n'ont pas de formation en santé publique, qui effectivement ont des problématiques d'accès aux soins, on voit bien sur leur territoire, on peut comprendre qu'à un moment donné, il y a une certaine complexité pour lire l'organisation territoriale et qui fait quoi entre DAC, CLS, CPTS. Donc là, vous venez de clarifier, je trouve très bien, à la fois Madame Certin et Monsieur Darès, l'articulation CLS-CPTS, mais on a aussi le sujet des DAC
et puis des instances de démocratie sanitaire qui, en théorie, sont quand même les lieux aussi de mise en cohérence des différents projets sur un territoire donné pour servir les intérêts et les besoins des patients. Donc, est-ce que vous avez, comment s'articulent ces PTS et instances de démocratie sanitaire de manière un peu plus macro? Je vous renvoie au rapport mission où on a essayé de clarifier les choses. C'est des choses qui n'ont pas de même nature. C'est-à-dire CPTS, par exemple, c'est MSP, c'est MSP par exemple. Je vous fais le MSP, centre de santé, c'est des lieux de soins. CPTS, c'est plus large, c'est sur un territoire de proximité. Ce n'est pas un lieu de soins, c'est pour organiser les choses. C'est comme si vous disiez, je fais un hôpital sans organisation, sans fonction support. Pour les professionnels libéraux, comment vous pouvez organiser des choses sans fonction support? C'est pas possible. Donc la CPTS, ça sert à ça. Ensuite, la CPTS, c'est un territoire de proximité. Donc par exemple, je prends sur les Yvelines, il y a 13 CPTS, il y a la nôtre, elle fait 110 000 habitants. Il y a 2 DAC. Le DAC Yvelines Nord, c'est 800 000 habitants. Donc, vous voyez que le DAC, c'est des problématiques, des situations complexes ou hyper complexes, mais que ça ne peut pas résoudre tous les problèmes de coordination, tous les problèmes d'organisation pour favoriser le travail ensemble. Donc, c'est CPTS, le DAC, c'est un niveau 2, je dirais. C'est niveau 1 de coordination, d'organisation, ça serait la CPTS. Le niveau 2, ça serait le DAC. Et le DAC, c'est une offre de service. Et c'est une offre de service en plus. Qui vient en appui, qui vient aider la CPTS sur les cas complexes. Voilà. Et les textes disent d'ailleurs que c'est le professionnel de santé qui identifie que le cas est complexe ou pas, et ensuite il y a cet échange avec les DAC. Moi, c'était une question que je me posais clairement. Est-ce que ces dispositifs d'appui à la coordination sur les cas complexes, est-ce que ce n'est pas vécu sur le terrain comme étant un millefeuille un peu obscur par rapport au CPTS? Il y a bien des endroits où il reste encore à expliquer, mais globalement, ça marche bien et chacun a trouvé sa place. Et les DAC travaillent pour le compte, sont souvent très proches des CPTS. Les CPTS participent au comité de gouvernance des DAC. Et quand ils ont des cas qui remontent, etc., les DAC viennent en appui. Voilà, donc sur les CTS, la démocratie sanitaire, ça passe par les CTS dans les départements. Les CPTS sont représentés dans les CTS depuis le renouvellement des CTS sur la dernière, je ne sais pas si on dit un mandat, mais en tout cas sur le dernier renouvellement. Et donc aujourd'hui, clairement, en tout cas, moi je vois fortement en Essonne, mais je crois que c'est le cas partout, il y a des présidents de CPTS qui sont là, qui s'expriment, qui portent la voix des CPTS et qui travaillent donc avec les élus et les autres participants du CTS. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est sûr que si chacun est dans son coin et ne parle à personne, ça paraît plus simple vu de loin. Que comme on pense qu'on arrivera vraiment à progresser que quand on décloisonne et que les différents acteurs, dans le respect de chacun de ses compétences, arrivent à travailler ensemble, il faut faire interagir beaucoup d'acteurs, les élus et les professionnels de santé, mais pas seulement, les institutionnels, les pouvoirs publics, toute une série d'acteurs. Et donc, oui, ça peut paraître, quand on le regarde de loin, être un millefeuille un peu compliqué, mais en réalité, pour le coup, je crois qu'aujourd'hui, les CPTS, elles sont en train de trouver leur place. Mais en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on parle d'acculturation. C'est-à-dire que là, quand on voit de loin, on dit tout ça, c'est d'un millefeuille, mais non. En fait, vous avez des choses qui ont une mission très particulière, très précise, mais qui n'est pas forcément connue ou pas utilisée. Donc là, on parlait CPTS, DAC, etc. Là, le CTS est un lieu de démocratie sanitaire, de rencontre de tous les intervenants au niveau d'un département. Et le contrat local de santé, c'est une feuille de route en réalité. Le contrat local de santé, c'est quoi? C'est de dire, je fais un diagnostic partagé pluripartenarial sur un territoire et je mets une feuille, des objectifs et une feuille de route. Qu'est-ce que je mets pour répondre à ces besoins? En comptant l'entièreté des besoins. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les contrats locaux de santé,
contrats locaux de santé, au départ, c'était sur les ISS, les inégalités de santé, les populations précaires avec les ASV antérieurement. Mais c'est vrai que la logique du contrat local de santé, elle pourrait être reproduite sur n'importe quel territoire, c'est-à-dire que ça permet de s'adapter très spécifiquement aux besoins du territoire avec les différents acteurs du territoire qui sont concernés. Et dans les CLS, selon les sujets, il y a l'éducation, il y a le social, il y a le conseil départemental, il y a la collectivité, il y a la CPTS, il y a le DAC parce qu'il a à intervenir, il peut y avoir les prestataires du domicile, il y a l'hôpital. Enfin voilà, il y a tous les acteurs et en fonction, et ça permet de travailler ensemble dans la même direction. C'est pour ça que je parle de feuille de route. Et ben, une feuille de route, c'est pas soigner les gens, c'est donner un mode d'emploi pour le faire bien. Voilà. Donc, en fait, si on voit bien l'ensemble des choses aujourd'hui, moi, je trouve que ça commence à prendre la cohérence. Mais seulement, il faut bien utiliser les choses. Voilà. Il faut bien utiliser les dispositifs. Ah oui, c'est sûr que quand on vous écoute, effectivement, le dispositif, il est extrêmement clair et lisible. On voit un dispositif gradué dans la prise en charge et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'il va falloir peut-être arriver à partager au-delà de ce webinaire. C'est-à-dire que ça peut être un travail, effectivement, j'imagine, aussi de pédagogie sur le mode d'emploi des différents outils qui sont en place sur les territoires. Et ça, je pense que c'est un peu le rôle de notre association aussi, Élus Santé publique et Territoire, de peut-être s'appuyer sur l'expertise, évidemment, du rapport, parce que vous l'avez très bien souligné dans votre présentation, pour peut-être répondre un peu à ce scepticisme, on peut le dire quand même, d'un certain nombre d'acteurs élus qui voient se complexifier de plus en plus le système de santé, et à juste titre, parce qu'on est obligé de faire des réponses, surtout sur l'ambulatoire, parce que jusqu'à maintenant, ils considéraient en gros qu'il y avait le libéral, l'ambulatoire, et que ça fonctionnait bien. Alors, peut-être il ne nous reste pas grand-chose comme temps. Attendez, je voudrais juste... Je finis juste ma phrase. Je finis juste ma phrase, si vous voulez bien. Sur le libéral, justement, la question était de savoir si, à terme, comment vous voyez l'exercice libéral, entre guillemets, traditionnel? Est-ce qu'il y aura toujours une place pour le libéral hors CPTS ou est-ce que finalement, la tendance sur les 10-15 prochaines années, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que l'exercice libéral soit finalement de fait un exercice collectif au sein d'une CPTS ou organisation collective équivalente, quoi. Alors, déjà, je pense que le fait de l'adhésion à une CPTS ou s'intéresser à une CPTS, ça doit être une démarche volontaire parce qu'on y a un intérêt, etc. C'est pour ça qu'on a lutté beaucoup contre l'histoire de l'obligation, machin, etc. Il faut que ça soit volontaire. L'intérêt des CPTS, c'est quel que soit le mode d'exercice, c'est-à-dire que ça permet à des professionnels qui sont isolés ou qui sont tout seuls ou qui veulent rester dans un exercice, enfin qui sont dans un exercice, je dirais, on peut dire traditionnel, même s'il y en a de moins en moins, parce que l'exercice regroupé, ça commence à être quand même très, en tout cas, il y a toute la jeune génération, même les plus vieux, ont envie d'être dans un exercice plus collectif. Mais ça permet d'intégrer un projet collectif des personnes, quel que soit leur mode d'exercice ou leurs conditions d'exercice, seul, à deux, etc. Premièrement. Après, on n'est pas sous la contrainte. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Je veux dire. Et puis ceux qui veulent, qui font croire que les CPTS c'est n'importe quoi, c'est des usines à gaz, etc. Je pense que soit ils font de la politique ultra libérale, qui sont contre toute organisation, soit qui connaissent pas les CPTS. C'est pour ça que l'histoire de lutter contre les idées reçues, clarifier les choses, etc., c'est très important. Voilà. À tous les niveaux. Je voulais dire juste quand même, juste par rapport au rôle des élus et ce qui nous ce qu'on peut attendre de vous et qui peut complexifier, c'est premièrement ce qu'a dit Albert tout à l'heure,
c'est la recherche de professionnels, des maisons médicales hyper financées partout qui nous compliquent la vie parce que en fait, ça, par exemple au Muro, il y a des personnes qui sont parties comme médecins parce qu'ils ont eu un loyer plus attractif, je sais pas où, etc. Donc ça, j'attire l'attention des élus là-dessus et parce que il faut faire très très attention parce que il y a quand même dans le corps, enfin dans les professionnels de santé des chercheurs de primes ou des chercheurs de bonnes conditions et c'est pas forcément les plus intègres, etc. Donc ça, premier élément. Et deuxième élément, et ça je veux vous le faire aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre de l'organisation, mais tout ce qui aujourd'hui désorganise les choses, exemple téléconsultation sauvage, exemple centre de soins non programmés sauvage, où l'acte de consultation non programmée est mieux payé que ce que j'ai fait ce matin en consultation avec des patients complexes en médecin traitant à 26,50 €, alors que les soins non programmés, c'est 40 € et c'est plus facile, ça pose un problème. Donc, ça pose un problème aux professionnels, mais ça pose aussi un problème aux CPTS. C'est-à-dire que pendant qu'on essaye d'organiser, vous avez aussi des vents contraires qui désorganisent. Donc, les collectivités, elles ont un rôle aussi de réflexion à ce niveau-là, de ne pas permettre non plus sur leur territoire n'importe quoi qui va venir nous pénaliser, nous qui essayons d'organiser les choses et faire bien les choses. Donc là, si je peux passer un petit message aux élus, eh ben, je ne me gêne pas pour le faire. Non, moi, Albert, un mot et puis j'aurai un ouais, autre conclusion. c'est mon mot de conclusion, hein. Moi, Ouais. pour conclure, je voudrais insister, au-delà du rôle des élus, on en a parlé, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que, en tout cas, ce que côté pouvoir public, assurance maladie, ARS, on attend d'abord de ces structures-là, c'est de promouvoir une culture du travail en équipe, quel que soit le mode d'exercice. Il y en a qui sont en cabinet pluripro, en MSP, il y en a qui sont en cabinet individuel, etc. Mais le bon soin d'une population vieillissante, où il y a de plus en plus de pathologies chroniques, de maladies de longue durée, de patients complexes, etc. Le bon soin, c'est un soin qui est fait en équipe. La contrainte démographique, et pour le coup, le nord du Lot, on a eu des échanges très intéressants, ça fait partie des CPTS qu'on est allé voir. La contrainte, quand elle est forte, elle oblige à repenser l'organisation. Et si on ne change pas notre organisation de l'ambulatoire de la ville par une meilleure capacité à travailler ensemble et à organiser des prises en charge coordonnées entre professionnels de santé, on va dans le mur et on n'y arrivera pas. Et quelque part, moi, j'ai trouvé que l'échange qu'on a eu dans le nord du Lot, mais dans d'autres territoires qui sont quelque part des laboratoires parce qu'ils sont en avance sur la dégradation de la démographie des professionnels de santé, montre que la contrainte, elle peut aussi être vertueuse et elle peut nous aider aussi à innover et être plus efficient dans notre organisation. Et les CPTS, c'est un incubateur de confiance, d'abord entre les professionnels de santé eux-mêmes, et ça ouvre des perspectives, parce que la confiance, c'est la brique sur laquelle après on peut travailler autrement. Merci beaucoup, Albert, pour cette conclusion. On voit et on est désolé pour l'ensemble des participants de ne pas avoir pu relayer l'ensemble de vos questions. Il y avait des questions sur le renforcement et en tous les cas la nécessité absolue d'une meilleure coordination sur la prévention entre ce qui est prévu dans le CLS et dans le projet local de santé de la CPTS. L'évaluation, là c'était un tour de France qui n'était pas destiné à faire de l'évaluation. Quand est-ce que l'évaluation est également prévue pour encore avec un objectif d'amélioration? Et puis, je voulais juste citer, parce que ça va vraiment renforcer ce que l'un et l'autre vous avez évoqué, ce que également Alexandra a évoqué, c'est cette coalition d'acteurs qu'il est absolument indispensable d'optimiser, donc qu'il y ait quand même une coordination. Donc, si on prend le PRS 3
Île-de-France. Donc, tous les PRS ne sont pas faits de la même façon. Donc, mais prenons, si on cite juste le PRS 3, qui propose en tous les cas qu'au niveau communal ou intercommunal, l'outil central de cette coopération d'acteurs doit être le contrat local de santé et l'affirmation de priorités d'intervention partagées entre l'agence et la collectivité. Les CLS ont pour vocation de faire converger, sans nécessairement bien sûr les intégrer, mais les démarches locales de santé, les projets d'acteurs, les projets de santé des CPTS ou les établissements sanitaires ou médico-sociaux des territoires, et bien sûr les CLSM également, les démarches d'urbanisme favorable à la santé. Donc cette coopération d'acteurs doit vraiment, en tous les cas, prendre de plus en plus d'importance. Ça ne doit pas être uniquement le PRS 3 de l'Île-de-France, mais en tous les cas, on doit inciter. Peut-être qu'on envisagera, Alexandra, hein, compte tenu du nombre de questions, peut-être qu'on vous sollicitera à nouveau de faire à un moment un autre temps, puisqu'on n'a pas pu aller au fond de l'ensemble des questions. Merci infiniment à tous les deux de vous être prêtés au jeu des webinaires SPT. Merci infiniment à tous les participants. Encore une fois, désolée de n'avoir pas pu répondre à l'ensemble Peut-être des une questions. petite annonce, si tu me permets, Véronique. Bien sûr, je vais te la passer après. Je vais te passer après pour le webinaire suivant. Donc, voilà. Donc, on vous remercie. Ah bon, voilà. pardon, je croyais que tu me passais la parole. Je vais te laisser la parole pour annoncer le webinaire suivant sur un sujet qui est loin d'être simple. Donc, très bonne fête à tous, puisque a priori, on ne vous revoit pas. Je laisse le dernier point à Alexandra pour le prochain webinaire. Oui, merci. Merci aux intervenants. En tout cas, merci à Marilène Certin et à Monsieur Albert Lothman. C'était vraiment passionnant. Effectivement, je pense qu'on a un petit débrief à faire sur la suite qu'on pourrait donner à ce premier webinaire, un peu de sensibilisation et de cadrage, et peut-être pour approfondir certains points qu'on n'a pas eu le temps de voir ensemble, mais on pourra redébriefer avec Véronique et vous, si vous en êtes d'accord. Et la prochaine réunion de ce type, donc on vous propose de vous réunir autour d'un sujet qui n'est pas extrêmement évident, mais en tout cas sur lesquels les CPTS auront certainement aussi un rôle à jouer, qui est celui de la fin de vie et de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Donc, à la suite du rapport qui a été remis par Franck Chauvin au gouvernement pendant le week-end, on vous propose un webinaire le 18 janvier. Donc, c'est je ne sais plus quel est le jour de la semaine, mais en tout cas, c'est le même horaire, midi 13h30, donc avec Franck Chauvin, qui va venir nous présenter les conclusions de son instance de réflexion stratégique sur l'accompagnement de la fin de vie. Donc, c'est le jeudi 18 janvier, évidemment, sujet majeur qui sera suivi sans doute en février par le dépôt d'un projet de loi, mais Franck Chauvin a d'ores et déjà donné son accord pour venir partager avec vous les conclusions absolument passionnantes de cette instance qui propose une stratégie pour 10 ans pour l'accompagnement de la fin de vie. Donc, voilà, pour les annonces de fin de réunion, et j'espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci à tous, à bientôt. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.